Le chantier de restauration de la Tour Perret à Grenoble vient de commencer. Dans un premier temps, il faut enlever les parties endommagées, enlever aussi les ascenseurs d'époque qui vont être réhabilités. L'objectif, c'est de pouvoir rouvrir au public en 2025. Des spécialités locales au menu de notre tour d'horizon de la foire de Grenoble aujourd'hui. Lina et Lucille se sont arrêtés au village des Isérois, promu par le département, pour casser quelques noix et exécuter quelques pas de danse sur la glace, mais sans rien se casser. Et puis le coup d'envoi des rencontres ciné-montagne a été donné mardi soir au Palais des Sports de Grenoble. Du frisson, de l'aventure et de grands espaces sur grand écran. On y reviendra avec la marraine de cette 25e édition, Lise Billon, guide de haute montagne et Piolet d'or en 2016. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un monument de l'exposition internationale de la houille blanche de 1925 qui pourrait bien ouvrir au public dans moins de 2 ans. En 2016, la ville de Grenoble a décidé de relancer le projet de rénovation de la Tour Perret. Et après des années d'attente, les premiers travaux ont débuté il y a quelques jours. La tour, qui mesure 95 mètres, s'est inclinée avec le poids des ans. Il faut donc consolider les piliers. On trouve aussi, comme vous le voyez, des extraits de journaux de 1940. Et puis, la visite, on va voir comment ça se passe. La restauration de la Tour Perret a vraiment commencé avec une palissade beaucoup plus grande autour, avec les cheminements des camions qui vont livrer les matériaux dans le parc Paul-Mistral et avec bien sûr aussi le démontage des ascenseurs qui vont prendre le voyage pour la Suisse, où une entreprise spécialisée, renommée internationale, va les restaurer pour qu'on puisse monter dans les mêmes ascenseurs qu'en 1925 dans la tour. L'impact du chantier sur le parc Paul-Mistral sera minimisé. On peut toujours venir au parc Paul-Mistral et notamment autour des palissades sera bientôt une belle décoration et des 17 tableaux d'information sur le chantier. Donc on peut, quand on vient au parc Paul-Mistral à l'avenir, aussi voir comment, avec l'échafaudage qui va graduellement monter, comment la restauration progresse dans les 2 ans à venir. Un chantier global évalué à 15 millions d'euros, dont 5 millions donnés par l'État, 2 du département et le reste pour la ville, qui a aussi fait appel à un financement participatif de mécènes et de citoyens. 17 nouvelles alertes à la bombe aujourd'hui dans plusieurs lycées de la métropole grenobloise, un record et donc de nouvelles évacuations. Le temps de lever le doute, ça concerne des milliers d'élèves. Les appels font l'objet systématiquement d'une enquête. La préfecture de l'Isère rappelle que les auteurs de fausses alertes à la bombe, majeures ou mineures, encourent 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, sans oublier les sanctions administratives qui peuvent être prononcées par les chefs d'établissement. Un accident impressionnant à l'origine de la coupure de la circulation sur l'A43 ce mercredi peu après minuit à Saint-Laurent-de-Mur dans le Nord-Isère. Entre Lyon et Grenoble, une bétaillère transportant une 60aine de bêtes s'est renversée. D'importants moyens de secours, pompiers, vétérinaires pour euthanasier les vaches blessées ou même équarrisseurs ont été engagés. Complètement bloqués, des automobilistes ont même dû dormir dans leur voiture. À 9h30, on comptait toujours plus d'une dizaine de kilomètres de bouchons vers Lyon. Les 2 voies ont rouvert en début d'après-midi. La voie est libre pour Lina Badreddine et Lucille Dailly, nos 2 journalistes qui parcourent depuis le début de la semaine les allées de la foire internationale de Grenoble à Alpexpo. Aujourd'hui, elles se sont arrêtées sur le village des Isérois, un espace que le département met en place pour la 2e année consécutive. La foire internationale de Grenoble, c'est aussi du local. L'Isère s'expose et vous fait découvrir ce qu'elle a de meilleur. Ici, on peut manger, faire du sport, découvrir le territoire. Christophe Suzilo, vous êtes vice-président du département en charge du tourisme. C'est ça, cet espace ? Effectivement, le village des Isérois, pour sa 2e édition, sera encore fabuleux cette année. Vraiment, ça sera un village très sportif, basé sur l'olympisme, avec une présentation aussi des maîtres restaurateurs, nos pépites iséroises en matière de gastronomie, de nombreux produits de qualité, mais également aussi des temps festifs, familiaux, toute la semaine pendant ces 10 jours de foire qui seront, je pense, relativement exceptionnels en Isère. Et il y a des produits là-bas aussi Alpizir. Ils sont très nombreux, il y en a plus de 1500 qui sont référencés pour plus de 170 producteurs. C'est toute la richesse et tous les atouts de l'Isère qui seront présentés pendant cette durée de foire. Et vous, quel est votre coup de cœur? Qu'est-ce que vous aimez manger? Alors en cette saison, des noix, et il y en a vraiment de très bonnes qui sont caramélisées, donc faites-vous plaisir. Ah, je peux me servir? Merci. C'est des pâtes à la truffe.
C'est super bon. Goûtez-moi, mangez-moi, mais pas de problème. Des noix, c'est vous qui les faites? Oui, on est producteur de noix de Grenoble dans la vallée de l'Isère et puis on fait un peu de transformation aussi en noix caramélisées ou en apéro noix. Je vois aussi qu'il y a des noix salées. Vous présentez quoi comme goût? Donc on a aux herbes de Provence, au paprika, au curry et au piment d'Espelette. Et les clients, ils raffolent quoi? Je goûte en même temps. Herbes de Provence, c'est quand même le meilleur, il passe plus de partout. Et ça va, la noix, elle se porte bien? Oui, c'est un peu compliqué cette année, on a une toute petite récolte, mais on fait de très très bons produits, donc il a fallu qu'on trie beaucoup cette année, mais il faut vraiment que le consommateur mange des bonnes noix de Grenoble, ça sera vraiment super pour sa santé. Et surtout, nous on est là pour les manger en tout cas, les noix de Grenoble. Hein. On vous soutient. À condition d'aller faire du sport. L'Isère, terre de sport. Mais apparemment, moi j'ai encore besoin d'un peu d'entraînement. On se retrouve très vite. Et jeudi, l'entrée à la foire sera gratuite pour les plus de 60 ans. Lina et Lucille, qui en sont très loin des 60 ans, vous emmèneront faire un tour aux États-Unis. Un grand écran pour de grandes émotions. Le Palais des Sports de Grenoble se fait salle de projection et pas que pour accueillir depuis mardi soir les 25e rencontres Ciné-Montagne organisées par la Mission Montagne de la ville. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus tout au long de ces 5 soirées. Mirko Pesci a assisté à la première d'entre elles. Pour découvrir des aventures humaines, admirer la nature et le monde sauvage des cimes, direction les rencontres Ciné-Montagne. Cette année, 25 films sont projetés pour faire voyager chaque jour 4000 passionnés d'altitude dans le plus grand événement européen de films de montagne. Je viens voir les cracks et rêver, il y a des choses qui font rêver et puis repousser les limites au point où ils les repoussent. Ça pose question. Moi, ça fait plus de 20 ans que je viens et je reviens toutes les années. Ça a beaucoup grandi. Moi, je dirais que ça s'est professionnalisé. L'esprit est quand même resté le même. Je pense que c'est tous des gens qui aiment la montagne et qui se retrouvent. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de générations. Il y a plusieurs générations, quoi. Le programme de la 25e édition prévoit de l'exploration, des réflexions et des sensations fortes. Après la projection, les acteurs des films sont invités sur scène pour parler de leurs aventures au public. Alors il y a un jury chaque année qui sélectionne les 20, 25 ou 30 films qui sont proposés pendant la semaine au public grenoblois. Ça peut aller de l'alpinisme au ski extrême en passant par des films animaliers, des films un peu plus intimistes. Tout le monde peut candidater. Il n'y a pas vraiment de critères imposés, il faut que les films plaisent. Il faut aussi qu'ils soient en phase avec une pratique de la montagne raisonnable, pas de remontée mécanique, pas d'hélico non plus comme on a pu le voir parfois dans les années 80. Les années 80 sont justement racontées à travers l'exposition La Montagne Fluo. Elle retrace une période qui marque un tournant dans la pratique de la montagne. Les événements étaient très médiatisés et les montagnes colorées d'alpinistes chevronnés. Alors il faut savoir que les années 80, ça a été une époque charnière, une décennie charnière dans le monde de la montagne, puisqu'on a découvert l'escalade. Ça a été aussi l'explosion des nouvelles glisses. Faut voir que dans les années 80, il y avait des directs sur des grandes chaînes de télévision, au sommet des Grandes Jorasses par exemple. L'alpiniste arrivait en haut, il était interviewé en direct sur le journal de 13h. Les rencontres Ciné-Montagne offrent à chacun l'opportunité de plonger dans l'univers des sommets. Une partie des recettes de la billetterie contribue à soutenir le programme Jeunes en montagne, permettant ainsi à 400 jeunes grenoblois de partir à la découverte des plateaux de la région. Et au programme des rencontres Ciné-Montagne de demain jeudi, une soirée grande aventure et engagement avec de la pente raide, un voyage insolite vers El Capitan, une opération nettoyage sur l'Everest et un saut de 6200 mètres au Pakistan. Le Pakistan qui dira certainement quelque chose à mon invité, on y reviendra et je suis ravie d'accueillir la marraine de ces 25e rencontres Ciné-Montagne. Bonsoir Lise Billon. Bonsoir. Merci de passer faire un tour sur ce plateau. Alors
Alors vous êtes aussi guide de haute montagne, lauréate du Piolet d'Or en 2016. C'est la plus haute distinction de l'alpinisme et vous entraînez l'équipe nationale de la FFME, la Fédération française de montagne et d'escalade. Vous êtes arrivé aujourd'hui à Grenoble, c'est pourquoi vous avez regardé avec attention le reportage sur la soirée d'hier. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être marraine des rencontres ? Déjà parce qu'on m'a proposé. Non, parce que c'est... Enfin, moi, je suis de la Drôme, déjà, de Romans. Donc, pour moi, ces rencontres, c'est quelque chose qui berce un peu mon adolescence en termes de cinéma et ce qui m'a toujours attirée. Donc, quand on m'a proposé, j'étais très honorée. Et c'est aussi des soirées et des rencontres et des échanges où on peut parler, échanger sa vision de l'alpinisme. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une chance de pouvoir avoir ma voix sur cette scène-là. Voilà, montrer vos voix et faire entendre votre voix. C'est l'occasion de rencontrer, comme vous le disiez, des sportifs et puis aussi du grand public. Vous n'avez peut-être pas toujours l'occasion, puisque vous parcourez un peu le monde. Non, j'avais eu l'occasion parce que j'avais présenté un film il y a déjà fort longtemps, mais ça se présente pas tout le temps, oui. Alors, vous auriez pu venir auréolé d'un nouveau sommet au Pakistan, mais il a fallu revoir vos plans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et la météo nous a pris de court. Ouais, c'était fin de l'été, début de l'automne. C'était juillet, fin juillet. Mais donc, qu'est-ce que vous comptiez quelle ascension vous comptiez-vous faire ? On comptait gravir le K7, donc c'est un sommet. C'est un vrai sommet qui existe, hein, c'est pas comme la K7 qu'on écoutait quand on était enfant. Des années 80, voilà. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, exactement, c'était pas la K7 fluo. Mais bon, après, donc moi je pars régulièrement en expé, quasiment tous les ans, et c'est quand même assez fréquent de partir sur des projets ambitieux, de ne pas les concrétiser. C'est très frustrant, mais c'est quand même plutôt un classique des alpinistes. Ouais, on s'y habitue. Enfin, on le sait que ça peut arriver, mais quand vous emmenez, puisque vous êtes guide aussi, quand vous emmenez des clients, il faut aussi leur expliquer ça. Oui, voilà. Ça, c'est plus difficile. En fait, la comparaison est bonne parce que ce qu'on explique à nos clients, il faut réussir à se l'appliquer à soi-même et réussir à comprendre que y a certains paramètres qui ne nous appartiennent pas et juste l'accepter. C'est aussi ce qui fait le charme de ce sport. Alors, il y a les conditions météo auxquelles les alpinistes sont habitués depuis longtemps. Ça change, mais ça change un peu plus que ça. Il y a la grande question du réchauffement climatique, évidemment. La montagne tombe, on le voit depuis quelques années dans les Alpes. Aujourd'hui, à Paris, se déroule la première rencontre internationale pour les pôles et les glaciers. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas tout arrêter ? Ce serait triste quand même. Enfin, on va pas s'arrêter de vivre. Pas tout de suite alors. Pas tout de suite. Après, c'est sûr que l'alpinisme, ça change avec notre culture, ça change avec les mœurs, ça change avec plein de choses. Après, c'est juste, je pense pas que l'activité alpinisme va s'arrêter du jour au lendemain tant qu'il y aura des loisirs. Peut-être qu'elle va se modeler en fonction de l'environnement qui change. Peut-être qu'on ira sur des montagnes plus basses. Peut-être qu'on changera la période de pratique. Mais ça va pas être un frein, ça va pas être un stop net à l'activité. Est-ce que vous avez l'impression de faire un sport, de faire un métier de privilégié ? Ah oui, complètement. Pour moi, c'est un énorme privilège de pouvoir ne serait-ce qu'accéder aux montagnes. Et c'est quand même une activité qui demande du temps, du matériel. Et puis prendre l'avion un peu. Une structure, l'avion aussi, mais après on peut le faire aussi à la maison. Moi, je parle juste dans le cadre des Alpes. Déjà, il faut pouvoir y aller dans les Alpes. Il faut pouvoir s'équiper, il faut pouvoir avoir les connaissances. C'est effectivement quelque chose de très privilégié. En 2016, vous avez obtenu avec vos compagnons le Piolet d'Or pour l'ascension du Cerro Rizo Patron au Chili, à 2550 mètres. Vu d'ici, on se dit fastoche, mais pas tant que ça. C'est parce que l'altitude n'est pas corrélée avec la difficulté.
Voilà, moi, je suis plutôt orientée sur des sommets techniques. L'altitude, la très haute altitude et faire, ou ne serait-ce que la voie normale du Mont Blanc, c'est pas ce qui m'attire dans un premier lieu. Mais ce qui m'attire, donc notamment en Patagonie, c'est plutôt l'isolement et des montagnes très reculées, avec très peu de monde qui vont là-bas. Donc il y a un vrai esprit d'aventure qui est inhérent à ces lieux. Alors, l'esprit d'aventure, est-ce que c'est ce que vous essayez, en dehors de la technique, d'enseigner à vos élèves de la FFME ? Oui, je dirais d'essayer d'avoir une certaine curiosité et spontanéité. Et en fait, c'est un sens du jeu. Après, la façon dont on pratique l'alpinisme, c'est très personnel pour chacun. Donc forcément, moi, quand j'ai des jeunes qui viennent pratiquer avec moi, j'essaie de leur transmettre mes valeurs et ce que moi je vais chercher dans cette montagne. On n'est pas obligé d'aller faire des choses très techniques pour ça, mais moi j'essaie de véhiculer en tout cas ces images de jeu et de curiosité. Un jeu avec des risques calculés ? Ouais. Parce que ça, c'est un grand point. La montagne, ça reste une activité à risque, donc avec des risques inhérents à l'activité. Et pour pouvoir jouer avec ça, encore une fois, je vais nommer ce livre de carnet de guide et Laetitia Chaumette qui fait un témoignage dedans qui dit le risque, c'est comme le sel, un petit peu c'est bien, ça relève, mais trop c'est dégueulasse. Et donc on ne va pas en montagne pour le risque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé ce cap. Je ne vais pas en montagne parce que j'ai envie de prendre des risques et j'ai envie de me prouver quelque chose. Mais j'y vais parce que ça me permet de vivre des émotions et que je ne vais pas forcément retrouver si je restais dans la ville. Et c'est ça que je vais chercher. Mais trop, ça me plaît pas. Merci beaucoup, Lise Billon. Je suis sûre que vous allez réussir à transmettre vos émotions, comme ici sur ce plateau, aux rencontres Ciné-Montagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'agenda également, Grenoble-Alpes Métropole lance un nouveau cycle de conférences destiné au grand public. Ça commence jeudi, baptisé Presse Citron. Il convie des personnalités fortes des transitions sociales et environnementales. Première invitée, Amandine Le Breton, ingénieure à Grenoble et directrice du Pacte de pouvoir de vivre, un réseau d'associations environnementales et sociales qui veulent montrer que transition écologique et justice sociale sont conciliables. Les conférences se déroulent au siège de la métro à 18h30. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Gruppo Compay Segundo en concert jeudi soir à l'Iliade de Cessiné Parisé. Après le décès de leur leader en 2003, ses compagnons de vie et de scène poursuivent leur héritage musical. Excellente soirée à tous.